Bonjour à tous, c'est Anne-Lise Rousset-Séguré et on est ensemble dans Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui j'ai le goût de vous parler du concept d'Ultra Énergie qui est propre à NAC. En fait, avec tous les produits Ultra Énergie de NAC, il y a tout ce qu'il faut pour vous supporter dans vos courses. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin de combiner différents produits pour arriver à gober tout ce que vous avez besoin en termes de protéines, de glucides, d'électrolytes, de BCAA. Dans chaque produit Ultra Énergie, il y a tout ce qu'il vous faut pour vous supporter pendant vos longs efforts. Ça veut dire que si aujourd'hui vous filez pour manger des gaufres, avec les gaufres, vous pouvez toffer toute votre run puis ça va être correct. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à chaque heure de vos courses ou de vos longues sorties pour combiner des choses ensemble pour arriver à vos fins. Vous mangez ce que ça vous tente dans la gamme NAC, puis tout ce que vous avez besoin va être là. On parle de gaufres, de bars caféinés, de drink mix, de shake de protéines et maintenant le beurre d'arachide. Moi, mon conseil, c'est de prendre un tortilla, mettre un peu du beurre d'arachide NAC. On est parti pour la gloire avec ça. Bref, NAC est fait par et pour des athlètes d'endurance, puis ça paraît. Vous le savez, pour avoir 15% de rabais sur votre première commande, vous allez sur le nacbar.com, vous utilisez le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS et bam, 15% de rabais à la facturation. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 128e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec une coureuse, une ultramarathonienne française qui roule sa bosse depuis longtemps, qui accomplit de grandes choses dans les sentiers, dans les montagnes. Anne-Lise Rousset-Séguré, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Écoute, on est le matin en France, donc ça vous donne une idée à quel point on est le matin au Québec. C'était le moment qui convenait dans les horaires, c'est parfait. Moi, je suis un lève-tôt de toute façon, fait que j'ai mon café avec moi. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à boire de ton côté, mais santé, merci beaucoup d'être là. Et santé, nous c'est pareil, ça commence à être la fin de matinée, mais j'ai Oui, bu c'est mon ça, café. exact. Le café est pris. Moi, j'en profite pour le C'est ça. mentionner parce que j'ai un partenaire de café pour le podcast, c'est Capic 1 Expédition qui me fournit ce Expedition Roast. Donc, cheers à toi. Puis, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Je vais avoir beaucoup de plaisir à te faire découvrir peut-être à des coureurs québécois, des coureuses québécoises qui suivent le trail, mais qui connaissent peut-être un peu moins les athlètes internationaux, les athlètes français. Je trouve que tu as une belle histoire, tu as accompli des grandes choses. Puis, j'ai hâte qu'on entre dans le détail de ces histoires-là parce que j'ai comme pas de doute que ça va être fascinant. T'as eu une grosse année 2022, mais avant qu'on parle du GR20, avant qu'on parle de la Réunion, avant qu'on parle même de la Hard Rock où tu as été pigé il n'y a pas si longtemps, j'aimerais ça qu'on revienne à la genèse, ou en tout cas même à tes débuts, ta jeunesse. Qu'est-ce qui t'a mené vers la course? C'est quoi les sports que tu pratiquais quand tu étais jeune? D'où viens-tu exactement en France? Je te laisse te présenter aux auditeurs. Alors, je suis originaire du Cantal, c'est un petit département assez perdu et assez froid du centre de la France. Pas vraiment des hautes montagnes, mais il y a quand même un petit peu de montagne de l'endroit où je suis née. À la base, je suis pas issue d'une famille très sportive, loin de là. La culture sportive n'était pas vraiment inscrite dans mes gènes, en tout cas, mais assez nature. Voilà, j'ai toujours été dehors avec mon papa. J'ai toujours partagé pas mal de choses dans les bois. Et je faisais du cheval quand j'étais petite. Je faisais de l'équitation, alors pas à haut niveau, mais voilà, j'avais mon petit cheval à la maison et je faisais beaucoup j'étais tout le temps sur mon cheval en fait quand j'étais gamine. Et puis, j'étais quand même intéressée par la course à pied dès le début, mais j'avais pas envie de faire de compétition. Donc, je faisais un peu d'athlétisme au collège et au lycée, mais sans compétition et sans avoir envie de développer ça. Et c'est quand j'ai fait mes études pour devenir vétérinaire. En fait, en France, on passe par des classes préparatoires qui sont assez complexes et surtout qui nous permettent pas de faire de sport à côté. Donc, j'ai été bien frustrée pendant 2 ans. Et je voulais absolument reprendre le sport quand je suis arrivée à l'école. Et après, nous, les écoles vétos sont pas forcément très organisées en termes sportifs, mais on avait nos petits clubs à nous, comme voilà, on se débrouillait entre nous, entre étudiants.
Et c'est là que j'ai repris, que j'ai commencé à goûter à la course à pied et finalement à ce qui va devenir le trail, même si à ce moment-là, c'était pas vraiment quelque chose de très connu et qui était pas vraiment développé encore. Mais donc ça, c'était en 2009. Et à cette occasion-là, en fait, à l'occasion d'un raid multisport avec une copine, j'ai rencontré Adrien, qui maintenant est mon mari, mais qui à l'époque je ne le connaissais pas. Et c'était un raider qui faisait du raid multisport et voilà, dans une équipe un petit peu renommée de la région. Et il cherchait une fille pour compléter leur équipe. Et en fait, il m'a contacté parce que il a vu que j'avais un petit grain quand quand je courais et que j'étais un peu voilà que voilà, je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il m'a vraiment contacté, mais en tout cas, je l'ai rencontré et c'est clairement lui qui m'a fait découvrir la course à pied, le trail et m'a embarqué dans l'aventure. Donc ça a commencé par des petits trails, hein, des petites distances et puis comme je suis un petit peu barjot, j'ai rapidement fait un 40 bornes et nocturne pour être sûr que ça me plaise. Et voilà. Et c'est comme ça que vraiment, en fait, ouais, tout ça, c'était en 2009-2010. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, on voit que malgré ton jeune âge, tu roules ta bosse depuis longtemps quand même dans les trails et tout, là, 2009-2010, ça fait 13-14 ans. Puis, Ouais. euh, ce premier raid-là, comment a été l'expérience? Parce que tu disais, tu as un background, oui, la course, mais là, c'était partir à l'aventure, c'était, comme on dit ici, aller jouer dans la brousse, là, on s'en va profond dans les bois et tout ça. Comment s'est passée cette première expérience-là dans un raid? Mais en fait, ça m'a plu tout de suite. Donc, Ouais. le départ était nocturne en plus. Donc, on était parti vraiment la nuit sur 40 bornes. Et je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais jamais fait cette distance-là. Clairement, je savais pas gérer. Oh, comme tout débutant, j'ai explosé à la fin, ça c'est sûr. Mais je sais pas, cette expérience m'avait vraiment. Et ouais, c'était pas du tout dans la gestion, pas du tout dans la. C'était catastrophique en termes de gestion d'effort. Mais j'ai tout de suite vraiment aimé. J'étais partie avec un copain justement de l'école veto que j'ai lâchement abandonné le pauvre parce qu'il avait des crampes au 30e qui m'a laissé partir toute seule. Et ouais, ça a été une belle aventure et clairement, c'est là qu'on voit qu'on a un sport assez vite, on est vite addict. Donc, bah, après ça, je me suis inscrite, je pense, le lendemain à une autre épreuve, OK, fait que ça comme a vraiment beaucoup. été un coup de foudre instantané, première course, 40 km, puis finalement, ben, le lendemain, tu te réinscrivais, puis ça n'a pas arrêté depuis, là. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Alors après, un peu plus raisonné, un peu plus raisonnable parce que j'étais un peu plus encadrée. Et vraiment après ma vraie saison de compète, en fait, c'était en 2013. Mais au début, c'était ça, c'était des petits trails dans la région, dans le coin. Et puis c'est comme ça qu'on goûte, quoi, l'aventure. Comme ça qu'on progresse, je suppose, aussi avec de l'essai et de l'erreur, hein, quand on se lance dans les ultras ou dans les courses en sentier et tout. Tu le disais tantôt, gestion de course et tout. Au début, c'est pas optimal, puis c'est normal. Je pense qu'on apprend comme ça à force d'en faire. Euh, Tu parlais d'école de vétérinaire. Aujourd'hui, tu es vétérinaire. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier-là au moment de t'inscrire pour aller étudier là-dedans? Ben, bon, voilà, c'est le cliché, mais c'est vrai. Enfin, j'aime les animaux. J'ai toujours été au contact d'animaux. Après, moi, j'avais vraiment une vision très rurale du métier. Et en fait, c'était très tôt, je sais pas, vers 12-13 ans, j'avais suivi mon voisin qui était vétérinaire et qui m'a tout de suite souvent pris en fait avec lui sur certaines interventions. Et donc en rural, vraiment dans les fermes pour aller soigner les vaches. Et je crois que ça m'a toujours plu et je suis toujours restée focus là-dessus. Et c'est comme ça en fait que je me suis lancée. Mais je regrette pas parce que j'adore mon métier. Ah oui, J'adore ce que je fais. un attrait vers les animaux, la nature, puis là, avec le trail, ben, c'est l'attrait vers les montagnes. Tu le disais, tu venais d'une région où il y avait peu de montagnes, ou en tout cas pas comparé aux Alpes ou aujourd'hui ce que tu peux vivre dans le coin d'Annecy. À quel moment tu as déménagé dans les grandes montagnes françaises? On y habite depuis 2018, donc OK. ça fait 4 ans et demi. Et moi, j'ai vraiment découvert les Alpes assez tard. Enfin, sur les premières, en fait, vraiment, Annecy, j'ai découvert en 2015 quand il y avait eu les mondiaux en fait à Annecy et Mhm. quelques semaines avant, on était venu découvrir toutes ces montagnes et ouais, je suis complètement devenue accro à ces montagnes et c'était trop tentant. Après, on vivait en Aveyron, donc qui est en dessous, vraiment dans le centre de la France mais où on a des 400 de positifs, mais c'est pas de la haute montagne, loin de là. Et quand on y a goûté, je pensais pas être aussi fan de la montagne, mais ouais. Maintenant, je vivrai qu'ici. Ça aussi, c'était un coup de foudre, la montagne.
Ouais, complètement. Ouais, ouais, vraiment. Donc, on parle de ces débuts-là. Tantôt, tu disais 40 km et tout. Euh, tu as rapidement basculé vers le skyrunning, quelque chose qu'on n'a pas au Québec, ou c'est un terme qu'on entend beaucoup moins. Souvent, ici, on a des marathons de montagne, des 50 kilos, mais dans les années 2010, puis encore aujourd'hui, le skyrunning, c'est très, très, très populaire. Pour les auditeurs québécois qui n'ont aucune idée de quoi on parle avec le skyrunning, peux-tu nous décrire ce type de compétition-là? Alors, c'est vraiment en fait du trail en montagne avec en gros un rapport dénivelé-distance qui est assez élevé et avec une recherche de technicité, vraiment rechercher de la roche, du caillou, de la montagne pure et c'est vrai que maintenant, c'est ce qui s'apprête, que ressemble plus au Golden, parce que Mhm. la skyrunning, c'est un petit peu perdu de son essor, mais c'est vrai que au tout début, et même des Kilian, ils ont été les grandes égéries, en fait, de ces circuits skyrunning. Donc, qui étaient vraiment des courses les plus courtes, entre 30 bornes et 80. Je pense que la Transvulcania, ça devait faire partie des plus grandes. Et vraiment avec un objectif assez simple, c'était d'aller chercher un peu des sommets, d'aller chercher du sentier vraiment technique de montagne. Et ouais, j'ai vraiment vraiment adoré ces circuits-là parce que ça faisait partie des plus belles courses du monde. Donc maintenant voilà, c'est ce qui se rapproche du Golden, hein, clairement. Par exemple, en France, pardon, en Espagne, tout ce qui est la Zegama, c'est des courses qui étaient avant inscrites au skyrunning, le marathon du Mont Blanc également, avec vraiment ce recherche, on va chercher un sommet, on va chercher du sentier technique. Il y avait une course assez représentative, je trouve, c'était en Grèce, l'Olympus Marathon, où on Mhm. allait monter en fait quasi au sommet du mont Olympe. Donc c'était d'aller chercher ce sommet et redescendre. Et c'est ça qui est chouette dans le skyrunning. C'était à la fois la dimension, enfin le terrain qui était assez incroyable, des courses qui étaient vraiment, je pense, faisait partie des plus belles courses du monde. Et puis en plus une belle densité parce que globalement les athlètes se retrouvaient sur ces formats-là. Donc c'est vraiment chouette. Mais je crois que maintenant il y en a une, en tout cas sur le Golden, il y a une course au Québec depuis peu. Il Oui, me semble, ou exact. du moins au Canada. Je ne sais pas si c'est parti francophone Oui, tout ou à fait. anglaise. Écoute, c'est à une trentaine de minutes d'où je t'appelle en ce moment. Ok. C'est le Québec Mega Trail, le QMT, donc le 50 kilos est sur le Golden Trail Series. Puis ça me faisait penser quand tu parlais de Skyrunning, la World Series, quand tu parlais des décors, des ratios de dénivelé, puis tu sais, les images font rêver de ça. Puis pour les gens qui écoutent, qui sont peut-être moins familiers, au Québec, à l'époque, dans les années 2010, justement, au moment où le Skyrunning World Series était le truc qui est le plus suivi dans ces types de distances-là, il y avait l'UTMA, l'Ultra Trail du Mont-Albert, une défunte course qui aujourd'hui est reprise dans le même parc par un autre événement qui est l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Puis il y avait un Sky Marathon là-bas qui était dans la série. Mais effectivement, je pense que le Golden Trail Series, c'est ce qui se rapproche le plus de ça aujourd'hui. Puis on a la chance au Québec d'en avoir une de l'édition nord-américaine. Mais toi, à quel moment tu es entré dans ce circuit-là où tu as commencé à faire ces courses-là? Entre le moment, premier 40 kilos en trail, à quel moment on se met à progresser parce que tu as eu du succès assez rapidement, des podiums, des victoires dans des courses de quartier, comme vous appelez en France, des courses à plus petit déploiement, en tout cas des courses plus nationales plutôt qu'internationales. À quel moment tu as basculé vers le skyrunning? Alors, c'est en 2014 que j'ai fait ma première saison. C'était pas une saison complète, mais où j'ai basculé dans le skyrunning. J'avais fait la Transvulcania. Transvulcania, que voilà, ça avait été une première expérience que j'avais adorée. Et après, j'avais augmenté la distance. Et alors, c'était pas du skyrunning, mais j'étais partie sur la CCC en 2014. Mais je pense que c'était un peu trop prématuré. La Transvulcania était bien passée, même si à la fin, en fait, on prend 2000 de négatifs et ça avait été un chemin de croix pour moi. Je n'étais pas prête pour ce genre d'épreuve. Mais la CCC avait été une belle expérience, mais je pense un peu trop tôt, en tout cas dans ma prépa, parce que ça avait été vraiment compliqué à la fin. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment 2014 où j'ai goûté à ces grandes courses et j'ai pu commencer à aller courir vraiment à l'étranger et sur des grandes courses en France, mais où il y avait beaucoup de monde. Et puis ça s'est enchaîné. Après, on a enchaîné les saisons de skyrunning, ouais. J'aime ton humilité. La CCC, ça a été difficile. Tu l'as tout de même remporté. Félicitations d'ailleurs. J'ai eu la chance de courir la CCC cet été. Je peux comprendre le chemin de croix dont tu parles. Moi, je viens du Québec, donc les montagnes ici, c'est des butons de moins de 1000 mètres. On a des belles montagnes, on a des belles courses qui réussissent à aller chercher du gros dénivelé au final sur la distance, mais on n'a pas ça, nous, prendre 1500 mètres des plus, 2000 des moins d'une traite.
c'est quelque chose, mais félicitations à la CCC pour un premier essai sur le 100 kilos. C'était difficile pour toi, c'était une victoire quand même. Raconte-nous qu'est-ce qui a été si difficile, c'était quoi ce chemin de croix-là? Ça a été le dénivelé plus-moins? Alors, bon, à ce moment-là, on était en Aveyron, du coup. Et c'est vrai que la prépa avait été compliquée parce qu'on n'avait pas pu aller vraiment dans les Alpes. Et c'est vrai que nous, c'est pareil. En Aveyron, on avait max 400, 500 de positifs. Et mine de rien, faire des up and down sur du 400 positifs, ça vaut pas faire d'un coup 1500. Et surtout de positifs, mais même de négatifs. Et c'est vrai que la prépa avait été un peu compliquée. À ce moment-là, je bossais beaucoup, je travaillais vraiment beaucoup. Et même pour la petite anecdote, enfin, j'avais été de garde, le départ de la CCC devait être le vendredi matin et le mercredi, la nuit du mercredi au jeudi, j'étais de garde et j'avais pas dormi, j'avais eu un vélage, j'avais eu une colique de cheval, j'avais eu toute la totale, le triptyque qui détruit. J'avais vraiment pas dormi et clairement entre le fait de ne pas avoir fait suffisamment de foncier, de pas être prête pour ça et cette nuit un peu agitée là qui avait tout achevé, j'étais pas vraiment prête pour faire cette épreuve. Après, oui, c'est une victoire et c'est une belle expérience, mais malgré tout, je retiens pas forcément cette course parce que bon, j'ai une victoire parce que Caroline Chavreau avait aussi pris une pénalité et c'était bon, bref, elle avait abandonné, mais elle aurait gagné clairement. Elle était largement au-dessus de moi à ce moment-là. Et puis, j'ai pas forcément vécu la course de façon optimale. Je me suis plus, voilà, 80 km, je les avais dans les pattes. Mais alors, les derniers avaient été compliqués. Donc, c'est une belle expérience, une première belle expérience dans un petit ultra, on va dire, où j'y ai pris goût, j'ai aimé cet effort, mais c'est là qu'on se dit qu'il faut quand même être prêt pour ce genre d'épreuve pour vraiment la savourer, quoi. Non, puis tu sais, comme tu dis, quand on s'entraîne sur du 400-500 mètres, je pense que pour le mid-packer, le coureur moyen qui va là pour terminer la course, il y a moyen de se mettre un 2000-3000 mètres de dénivelé dans les jambes à force de faire des up and down, mais je pense qu'à à un niveau élite, à un niveau pour tenter de la remporter, il y a un effort supplémentaire d'être capable de vraiment accélérer complètement puis de faire des descentes longues. Puis je salue un ami québécois, Olivier Gagnon, qui, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il était allé dans une de nos montagnes, le Mont-Saint-Anne, 800 mètres, puis il montait en téléphérique, puis il redescendait à la course pour essayer de diminuer la distance, le temps entre De ces récup, ouais. descentes. Fait que c'est quand même un test, on s'arrange comme on peut, mais c'est sûr que maintenant, Exactement. maintenant que tu es dans les Alpes, je suppose que ce problème-là est réglé. Tu parlais de la Transvulcania, c'est une course à laquelle tu es revenu souvent. Je regardais un peu ton palmarès, les courses que tu as faites. Tu es allé plusieurs fois, 3 fois sur le podium, 3 fois des deuxièmes places. Qu'est-ce qui te Ouais. faisait revenir à cet événement-là? Bah, c'est vrai que je suis pas, je crois que c'est la seule course comme ça et la CC que j'ai fait 2 fois, mais sinon c'est la seule course que j'ai répétée et elle est assez incroyable en fait parce que déjà je trouve ce concept clairement c'est quasi pas balisé en fait la CCC on suit le grand enfin le GR un peu de l'île on va dire et puis la ferveur autour de cet événement. La Palma c'est pas une île la plus touristique des Canaries. C'est une petite île et qui est vraiment plus tournée autour de la randonnée. Et donc, c'est clair que l'événement de la Transvulcania, pour eux, c'est un peu comme la Diagonale, je pense, à La Ouais. Réunion à la même période. Et du coup, il y a une énorme ferveur autour de l'événement. Et entre ce paysage qui est, voilà, on fait le tour du cratère, c'est magnifique, vraiment, vous avez le sentier, il est vraiment magnifique. Et cette ferveur autour de l'île, c'est vrai que j'ai toujours pris vraiment grand plaisir à retourner là-bas. Et c'est vrai que c'est la seule course que j'ai répétée plusieurs fois. Parce que vraiment, je crois que c'est une de mes courses préférées. Ouais, ça, c'est clair, sans hésitation. Donc, je ouais, pour ça que je suis retournée. Ah ouais, ça fait rêver. Tu sais, je la connaissais de nom, mais en regardant un peu ton palmarès, en lisant des articles sur toi, j'étais allé taper Transvulcania sur Google. Les gens qui écoutent, allez googler Transvulcania, ça fait rêver. Tu sais, ces courses-là, la Trans-Grande Canaria, c'est ce genre d'événement-là où il y a un mix parfait entre la montagne, la mer, la vie sur une île et tout, c'est complètement fou, là. C'est une course de plus sur la bucket list. Ça commence à s'allonger, là. Ah, il y en a plein de courses belles à faire, ouais, c'est Eh clair. oui. Tu le disais, 2014, première CCC, bon, pas optimal dans ta progression, c'était un peu rapide, c'est une longue distance. Après ça, on t'a vu beaucoup faire du marathon de montagne, du 50K, du 75-80K comme la Transvulcania. Est-ce que tu avais toujours dans le fond de la tête de retourner faire la CCC ou de retourner dans ces distances-là à 3 chiffres?
J'avais envie. Et plus Ouais. ça allait, plus la longue distance me tente. En fait, pas forcément, enfin, c'est une expérience à part. Et c'est vrai que de l'avoir goûté cette année, ça rejoint totalement mes idées dessus. Parce que c'est vrai que, en fait, ce qui est épuisant dans ces formats 40-80, c'est que, mine de rien, c'est long, mais ça reste des formats où on est à la bagarre un peu tout le temps et à la bagarre en compétition. Enfin, c'est vraiment des épreuves où, de compétition réelle les uns contre les autres, on va dire, même si voilà, il y a ce Graal d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que j'ai pas l'esprit de compétition. C'est clair, j'ai pas l'esprit de compétition. Pour moi, je fais du trail pour aller jusqu'au bout de ce que je suis capable de faire. J'aime courir vite, j'aime essayer d'aller vite, du mieux que je peux. Mais le fait d'être l'un contre l'autre ne m'attire pas du tout. Et j'avais envie justement de voir ce que pouvait, jusqu'où on est capable d'aller et cet effort de longue distance avec vraiment un but d'aller jusqu'à l'arrivée. Et c'est ça, en fait, le but quand on prend le départ, m'attirer déjà depuis un petit moment. Et c'est pour ça que, oui, de retourner sur la CCC, même après la CCC, je me disais, faut que j'aille sur un 120 et puis aller sur un 100 miles après. Et après, faut être prêt. Je pense que c'est difficile. C'est pas plus simple d'aller sur un marathon ou sur un 80 parce que ça va plus vite et on est dans le rouge tout le temps. Mais il faut quand même avoir fait du foncier et faut vraiment se préparer parce que sinon c'est vraiment l'enfer. Et du coup, voilà, je pense qu'il fallait que je prenne le temps d'allonger, de prendre le temps de m'entraîner, de me préparer. Mais ça m'a tiré depuis un moment, ouais. Ouais, puis tu sais, je pense que dans ces distances-là, marathon, la gestion d'effort, oui, est complexe comme n'importe quelle course, mais je sens que c'est à bloc du début à la fin, puis on se pousse dans le rouge du début à la fin, alors que sur du plus long, même à un niveau élite, même à un niveau où on rentre la CCC en 12 heures, même à un niveau où on fait la diagonale des fous en 28 heures, euh, ça demeure que c'est une gestion qui est différente parce que tu peux pas être à côté dans le rouge à bloc pendant 28-30 heures. Fait que c'est une gestion qui est différente et ça s'apprend, je suppose, avec l'expérience. Ouais, je pense qu'il faut prendre le temps ouais, d'être capable, voilà, que ce soit musculairement, que ce soit après aussi dans la gestion de l'effort, de pas partir trop vite, d'essayer de se régler. Ouais, je pense que ça prend un peu de temps. Après, c'est pas forcément le Graal de chaque coureur, parce que voilà, la distance marathon, la distance même plus courte, il y a tout le monde a de quoi se régaler sur tous les types de formats de course. Mais c'est vrai que si on veut aller un peu plus dans la gestion, dans cette découverte aussi de ses capacités, parce qu'enfin, du moins de capacités d'un corps humain, on va dire, je trouve que c'est chouette et aussi d'être capable à un moment donné de faire face à la difficulté, à la douleur, de se dire, bah là, oh, ça va revenir, ça va repasser. Et je trouve que c'est une découverte qui est vraiment chouette, quoi. Et puis l'état d'esprit sur des 100 miles est totalement différent aussi de la part des coureurs. J'ai vraiment beaucoup apprécié bon, la diag, puisque finalement c'est la diagonale qui a été la seule expérience en compétition d'une aussi longue distance. Mais l'état d'esprit est totalement différent. Chacun est dans l'entraide et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Personne ne se regarde, on s'en fout en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et ce qui est un peu plus pesant des fois, en tout cas sur des circuits en plus où ben, chaque course compte et c'est vrai que c'est assez épuisant de toujours être à la bagarre. Et le fait de faire moins de courses plus longues et de profiter et d'être dans la gestion plus que dans l'intensité permanente, je trouve ça vraiment, ouais, ça m'attire vraiment. Je trouve ça intéressant ce que tu expliques, le rapport entre l'esprit de compétition sur du skyrunning et ensuite sur du 100 000, parce que j'ai l'impression que nous, encore là, mid-packer, les monsieur, madame, tout le monde en trail, on le vit à toutes les distances. Tu sais, tu vas aller faire un 40K, un 50K ou un 160, tu vis, ou même un 10K dans un événement trail, peu importe, tu sens cet esprit, cette camaraderie-là, cet esprit de communauté, mais on le sent de notre œil, en tout cas, les Nord-Américains, en regardant la trail européenne sur les courtes distances, que ce soit la Golden Trail ou le skyrunning à l'époque. Peut-être que je me trompe, tu me diras, mais j'ai l'impression que il y a des gens, des athlètes pour qui c'est un métier et c'est le seul métier. Donc, il y a une pression supplémentaire à la victoire, il y a une pression de compétition, il y a un désir, bien sûr, de remporter cette série-là. Il y a un esprit qui semble très compétitif, alors que, comme tu l'expliques, sur du très long, ben oui, il y a encore une compétition, oui, il y a un classement, mais
peut-être que même au niveau élite, il y a une camaraderie de plus. Toi, tu sentais vraiment qu'il y avait, toi qui s'auto-proclame non compétitive, tu le sentais sur le skyrunning que tu fitais moins dans ce moule-là, puis que la pression à la compétition était là? Bah, bien sûr, oui, c'est sûr que dès l'instant qu'en plus c'est des circuits, il y a quand même des prize money aussi. Donc, même si ça reste dans un très bon état d'esprit, et ça a toujours été très fair-play et vraiment chouette, mais malgré tout, il y a quand même une pression un petit peu plus marquée et on le sent un petit peu. Et encore, je trouve qu'à l'international, c'est presque plus détendu, en tout cas d'extérieur aussi, parce que c'est pas non plus. Mais ça paraît un peu plus bon enfant. Peut-être qu'en national, des fois, il y a sur des championnats de France, sur des courses vraiment où finalement on se connaît aussi. Là, il y a un esprit de compétition qui parfois est, enfin en tout cas que j'apprécie moins et je trouve on a la chance de faire un sport justement qui nous permet de nous détacher un peu de ça parce qu'avant tout, on est en nature, on a cet esprit encore où tout le monde part sur la même ligne et je trouve que c'est chouette de préserver ça. Et on le ressent encore mieux sur la longue distance. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Ouais, puis des fois, c'est ce que les athlètes vont décrire la différence des fois, entre la trail européenne et la trail nord-américaine. Là, tu sais, il y a plusieurs événements, puis on peut pas tout mettre dans le même panier, mais il y a souvent cette différence-là dans la philosophie derrière, dans l'esprit de compétition qui est présent, mais d'une façon différente aux États-Unis. Là, tu t'en vas faire la Hard Rock en 2023, mais je voyais qu'en 2016, dans le cadre de la Skyrunning World Series, tu avais fait le Run the Rut, un 50K qui est assez mythique aux États-Unis, assez connu. T'avais-tu ressenti cet esprit de trail américaine-là qui était différent à ce moment-là? Oui, totalement. Ouais, j'ai apprécié courir aux États-Unis. Je trouve ça vraiment chouette parce que quand on propose un café sur la ligne de départ, clairement en France, mais jamais on ferait ça. Et je trouve ça trop bien. Et par exemple, à Big Sky, là, quand j'avais fait la manche de coupe de skyrunning, bah clairement, le parcours avait été changé parce que les conditions étaient trop mauvaises au niveau météo. Et ça, on l'a su à une demi-heure avant le départ et on est parti, on savait même pas, on savait qu'on partait pour 50 bornes, à peu près le dénivelé, on nous l'avait dit, mais on ne savait pas quand ça montait, quand ça descendait, on n'avait rien. Et ça, je trouvais ça génial parce que personne râlait, tout le monde trouvait ça génial et on repartait tous comme ça. Alors qu'en France, clairement, les gens auraient râlé. Et je trouve ça, enfin, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté très détendu où il n'y avait pas de sas de départ, tout le monde s'en moquait, c'est chouette. Et j'ai hâte de revivre ça, en tout cas de le vivre encore plus intensément à la Hard Rock, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai Et j'ai l'impression que beaucoup apprécié. même si la Hard Rock, c'est une des courses les plus prestigieuses, les plus courues pour les athlètes d'élite parce que c'est difficile d'y entrer, à chaque année, c'est ultra compétitif. Il semble y avoir vraiment ce côté-là très roots, comme on dit, de la compétition. C'est une centaine de coureurs, 150 coureurs, je crois, la Hard Rock. Puis c'est ça, il y a une communauté autour de ça. Les ravitaux, les gens font aussi, il y a une liste d'attente pour les coureurs, mais il y a aussi une liste d'attente pour participer comme bénévole, tellement il y a de l'engouement pour cette course-là. On pourrait y revenir, mais avant qu'on parle de la Diag, avant qu'on parle de la Hard Rock, j'ai le goût qu'on bifurque vers les FKT parce que tu as accompli quelque chose d'énorme cet été, mais avant ça, il y avait eu en 2020 la traversée des Aravis, puis j'ai le goût de t'entendre sur ce qui t'a attiré vers les FKT, les Fastest Known Time. Ben, alors, il y a plusieurs choses. Donc, clairement, il y avait ce côté non-compétition voilà, qui me plaisait bien. Il y a eu aussi la crise Covid qui fait que bah, il y avait plus d'événements aussi. Donc, entre guillemets, on cherchait un petit peu de comment trouver d'autres défis et comment retrouver un peu de boost dans notre pratique sportive. Donc, il y avait un peu la conjonction des deux. Et je sais pas vraiment comment c'est venu cette traversée des Aravis, mais bon, c'est un massif que j'affectionne vraiment, vraiment. En fait, les Aravis sont pas des massifs très hauts. On monte au max à 2004, c'est pas très très haut. Et c'est vraiment le massif en fait d'Annecy, donc entre la Clusaz et de l'autre côté, avec vue sur le Mont Blanc. Mais c'est vraiment la première barre de montagne, la première chaîne de montagne entre Annecy et Chamonix, on va dire. Et, euh, et c'est très technique, en fait. Quand il y a cette espèce de ligne de crête assez visuelle, en fait, quand on regarde cette chaîne qu'on voit depuis les sommets d'Annecy. Et avec la succession de plein de petits sommets, tous les plus jolis les uns que les autres. Et quand on court là-bas, ben, en fait, on voit cette ligne de crête. Et
techniquement, il n'y a pas vraiment de chemin vraiment sur l'arête, mais c'est plus, on monte d'une combe à l'autre par des centres qui sont balisés, mais après, on voit toujours ces petits sommets, mais qui semblent inaccessibles. Et c'est vrai que l'idée est venue de se dire, mais je pense que on est capable de traverser cette chaîne le plus proche des sommets possible. Alors après, fallait pas tomber dans l'alpi et rester on va dire dans le trail et dans la sécurité, parce que par exemple il y a Michel Lannes qui l'a fait cet été, lui en passant par tous les sommets mais avec une partie d'alpinisme. Moi je voulais rester avec les baskets et pas m'encorder, donc l'idée c'était de prendre la carte géologique de cette chaîne et d'essayer de joindre tous les petits sommets en restant le plus près possible des arêtes mais sans tomber dans l'alpi. Et donc ça nous a déjà vachement occupés, parce que l'idée d'avoir un projet comme ça et de chercher son propre chemin, parce qu'il n'y avait pas encore de traces officielles. Donc j'ai couru, recouru et recouru dans ces Aravis pour essayer de trouver quel était le sentier le plus adapté et le plus, voilà, qui permettait à la fois de joindre les sommets sans tomber dans le pic. Et ça m'a énormément plu, ouais, ce côté, on trace notre trace et vraiment d'avoir un point de départ à pied de la chaîne et un point d'arrivée vraiment à la fin du dernier sommet. Donc ça, c'était une super aventure. Donc déjà, dans toute la préparation que ça demande, dans toute l'organisation. Et après, c'est quelque chose qu'on a partagé avec des copains, parce que du coup, j'avais toujours un copain avec moi qui faisait une partie. Et c'était une première expérience, ouais, de hors compète en projet off qui était vraiment incroyable. Et puis l'idée de choisir sa trace, de l'organiser et de le partager, c'était une sacrée belle aventure. Ouais. Ouais, mais j'aime ça dans l'histoire que il y a le côté se trouver une compétition hors compétition à cause de la COVID, mais aussi de tracer son propre chemin puis de cartographier le truc. Il y a ça qui est le fun aussi dans les FKT. Tu as les gens qui les établissent, qui font des grands records, mais tu as aussi les gens qui vont sortir les cartes, qui vont tenter de trouver un tracé pour faire une traversée. Il y a tout le temps l'aspect un peu mythique, là, tu sais, le FKT, pour que ça se qualifie, il faut qu'il y ait quelque chose. Ça peut pas être d'un point A à un point B un peu aléatoire. Il faut qu'il y ait une volonté là, de le tracer. Puis juste pour les statistiques, parce que c'est un truc de 49 km, la traversée des Aravis, mais Ouais. les gens qui écoutent, des gros 49-50 kilos, souvent le dénivelé, c'est quoi? On monte à 2000, 2500 parfois. Il y a le Speed Goat aux États-Unis qui est un 50K avec 3000 quelques mètres de dénivelé. Tu te dis, OK, là, c'est un gros ratio. Dans ton cas, ça a donné 6100 mètres de dénivelé sur 49 km. Ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'avait pas grand sens, mais C'est magnifique, je veux dire. Tu regardes la statistique, tu n'as pas encore vu que c'est technique, puis ça fait déjà peur, là, ce ratio-là de mètres de dénivelé par kilomètre est vraiment complètement fou, hein. ouais, et puis c'était rigolo. J'ai pas énormément couru, hein. J'étais souvent à quatre pattes. C'est ça que j'allais dire, la portion course là-dedans pure, là, tu sais, je sais pas, 4, 5, 10 kilos, ce que tu peux faire d'habitude sur route, là, on oublie ça complètement. On prend Ah, complètement, ouais. on prend la montre, on prend les statistiques, on jette ça au vidange, puis on s'en va s'amuser dans les montagnes, là. Exactement, ouais. Mais c'est une belle aventure. C'est rigolo. Cet été, ton objectif, en tout cas, l'un de tes grands objectifs était le GR20, qui est la traversée, c'est un sentier mythique, là, c'est un GR en Corse, la traversée intégrale de l'île. On dirait que ça fait partie de ton processus, traverser des îles. Il y a eu ça pour la Transvulcania, il y a eu ça pour la Réunion, mais le GR20 en Corse, c'est un parcours j'ai l'impression que c'est un des GR, en tout cas pour nous en Amérique, je crois que c'est le GR le plus connu, c'est celui qu'on entend le plus, puis peut-être aussi parce que des athlètes de haut niveau comme Kylian Jornet, comme François Den, dans les dernières années, ont tenté ou réussi le FKT là-dessus. C'est une traversée qui semble assez brutale. Parle-moi du GR20 puis comment cet objectif-là est arrivé sur ton calendrier. Alors ouais, le GR, c'est vrai que même en France, ça reste un sentier assez mythique. C'est un des plus beaux GR du coup de France. Et c'est vrai que comparé à, par exemple, la traversée des Aravis, où c'était une trace on va dire qu'on a créée, là, c'est justement un tracé qui est réglementé, qui est établi, qui est clairement défini. Et il y a un réel règlement en fait de ce record en fait sur le GR20. Donc à partir des premiers personnes à avoir tenté la traversée.
Et c'est réglementé par la FFME, qui est la Fédération de montagne et d'escalade là-bas en Corse. Donc, c'est vrai que là, pour un FKT, l'idéal, c'est que on sait vraiment, c'est comme une course, en fait, il y a une référence, on sait, c'est comme un 10 bornes où il y a un temps de référence. Sur le GR, on va dire qu'il y a un temps de référence. Et ça, c'est chouette parce que ça permet de donner un petit peu de valeur, en fait, au FKT. Et pourquoi la Corse? En fait, moi, j'ai découvert le GR20 quand on était parti en vacances en Corse. Classiquement, il fallait bien qu'on fasse le GR, sinon c'était des vacances un peu fades. Donc, on avait fait le GR sur 5 jours, en minimal, quand on était parti avec notre petit sac, et puis on avait joué un petit peu le confort en cherchant les refuges où on n'avait pas forcément besoin de tente. On était vraiment parti avec le strict minimum. Et je l'ai découvert, ça c'était en septembre 2019. Et clairement, je suis tombée sur le charme en fait de style. Alors, on m'avait dit que le GR était chouette, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi incroyable en fait. Vraiment, toute la partie nord, c'est de la montagne pure. Et même tout dans les Alpes, pourtant on ne monte pas à des altitudes extraordinaires, mais c'est vraiment de la montagne très minérale, très, très vraiment de la roche pure, qui ressemble peut-être plutôt aux Alpes du Sud, par exemple, aux Hautes-Alpes, par rapport à nous, les chemins qu'on peut avoir autour d'Annecy. Et ça m'a complètement séduit parce que c'est vrai que ce GR, d'ailleurs, il doit être assez déroutant pour les randonneurs parce que d'emblée, le chemin, on met les mains sur les cailloux, on doit être, c'est un petit peu du mixte entre de l'escalade et de la marche. Enfin, c'est vraiment très technique et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup séduit. Et voilà, on l'a fait tranquillement comme ça. C'était très, très beau. Et forcément, mon mari, qui a toujours des idées un petit peu bizarres dans la tête, regardait le temps qu'on avait mis, commençait à faire ses petites statistiques et puis il me dit quand même, ça serait un beau projet, ça pourrait être chouette. Et voilà, en fait, il a commencé à gratter un petit peu dans tous les sens le parcours, à se renseigner sur tout le parcours officiel. Et puis, clairement, on a rencontré les bonnes personnes aussi, où on était déjà proche de Guillaume Peretti, et donc qui est l'ancien détenteur du record en masculin, qui a été après pris par François Daen et puis maintenant par Lambert Santelli. Et du coup, voilà, on est clairement tombé sous le charme de ce GR, tellement tombé sous le charme des Corses et de la Corse en général, qu'on s'est dit, pourquoi pas tenter l'aventure. Sauf qu'on avait une autre idée aussi en tête, c'est qu'on avait un projet de bébé. Donc, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait placer les deux. Finalement, les deux sont ramassés assez près dans le calendrier. Ouais, c'était assez proche, ouais. T'as ajouté un peu le défi parce que déjà de se lancer sur ce GR20-là, c'est toute une aventure de tenter de battre un record qui datait, qui depuis plus de 10 ans était détenu par Émilie Lecomte en 41 heures et quelques. C'était un record qui, autant du côté des hommes, ça a été battu et rebattu dans les dernières années. Le record féminin n'avait pas été touché. Donc, de tenter en plus d'établir un nouveau record, c'est un grand défi. Mais là, en plus de le faire, quelques mois après avoir accouché, parle-moi de cette progression-là. Parle-moi du moment. Tout d'abord, félicitations. Là, ça fait plus d'1 an maintenant, mais vous avez accueilli un petit bébé. Et là, moins de 10 mois plus tard, tu te lançais sur le GR20. Parle-moi de cette période-là, avant qu'on parle du GR lui-même, de comment le postpartum s'est passé du moment où tu as accouché jusqu'à temps que tu te lances sur le GR20 10 mois plus tard. Bon, déjà, pendant la grossesse, Adrien, en tout cas, commençait à progresser pas mal sur son idée de me lancer là-dessus. Bon, la grossesse s'est très bien passée. J'ai été vraiment accompagnée. Alors déjà, voilà, j'ai eu la chance de l'avoir très bien vécu, d'être en pleine forme pendant toute ma grossesse. Et c'est vrai que, bon, on avait ce deuxième projet en même temps. Donc, je m'entretenais, on va dire, on renforçait, je continuais le renfort, je continuais à marcher, à courir longtemps. Et donc, mais bon, voilà, sans date butoir. Et quand j'ai accouché, c'est vrai que j'ai été tout de suite accompagnée par une kiné qui était spécialisée dans l'abdo-périnéal, dans la rééducation. Donc, elle m'a repris en main un peu plus tôt parce que c'est vrai que nous, en France, et je sais que j'avais participé à une table ronde, c'est un petit différent au Québec, mais nous, la reprise est assez tardive et c'est vrai que c'est un peu tabou aussi. Clairement, hein, le sport et la course et la grossesse, ça fait pas forcément bon ménage dans la tête de beaucoup de monde et il y a beaucoup de préjugés, d'a priori et finalement peu de vérité parce qu'il y a
finalement, je suis pas sûre qu'ils aient vraiment eu des expériences terrain. Ils n'ont pas fait courir des femmes enceintes. En tout cas, il y a finalement peu de vraies théories là-dessus. Donc, je me suis fait accompagner. On a essayé de se renseigner au mieux. Et c'est vrai que j'ai pu reprendre la rééducation un peu plus tôt que ce qui était prévu en France. Et du coup, voilà, j'ai repris assez rapidement, on va dire, tout en me respectant mon périnée. Et j'ai pu retourner en Corse. En fait, avant de reprendre le travail, nous, on reprend assez tôt. On reprend 2 mois et demi après l'accouchement. Donc, on avait pris des vacances avant de reprendre le boulot et on était reparti en Corse. OK. Et là, clairement, bon, ben, j'ai été marcher, puis courir un peu sur le GR. Et ça passait pas si mal que ça. Donc, je l'ai refait, en fait. OK. Faites-moi Ah, vous pas l'avez ça. refait en intégrale? Adrien me laissait un point, venait me rejoindre avec le petit parce qu'il fallait quand même pas trop me le laisser trop longtemps. Donc, donc il venait me rejoindre. Et puis finalement, voilà, sur quelques jours, j'ai refait le GR. Et donc là, très clairement, c'est revenu un peu plus concret. Et donc, il fallait poser une date aussi pour ce GR parce qu'il faut faire une demande, une déclaration officielle. Et donc, comme ça se passait plutôt bien, ben, on s'est dit pourquoi pas le tenter pour cette année-là, quoi. Donc, c'est pour Wow. ça qu'il a fallu poser une date. Et bon, moi, ça me paraissait un peu fou. Guillaume aussi, je pense, nous a pris pour des extraterrestres, Guillaume Perrette. Mais Adrien y croyait et finalement, il a raison d'y croire parce qu'il m'a préparé. Moi, je me suis préparée et je pense que j'ai rarement mis autant d'intensité, même dans ma préparation, autant de volonté, parce que j'avais vraiment cet objectif en tête. Et la préparation s'est super bien passée et voilà, on l'a fait 11 mois après. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelques épisodes au 125e, j'ai fait une table ronde sur la place des femmes dans le trail. J'avais 4 coureuses de différents niveaux, différents backgrounds qui sont venues jaser. Puis on en parlait de ça, la pression à la course postpartum ou le contraire, justement le tabou. Je pense qu'au Québec, c'est peut-être un peu différent. En tout cas, moi, de ma perception, je sens moins qu'il y a peut-être ce jugement-là de reprendre tôt. Mais je pense que parfois, certaines femmes peuvent sentir une pression des coureuses ah ben une telle ou une telle a repris rapidement, donc moi aussi, je dois reprendre rapidement. Puis après ça, chaque personne, chaque femme le vit différemment. Puis je veux dire, il y en a qui ne peuvent pas reprendre rapidement, puis c'est tout à fait normal. Chacune le vit à sa façon. Mais inversement, je trouve ça intéressant. Tu parles d'un tabou. Est-ce que toi, tu l'as senti du moment où tu as repris rapidement l'entraînement? Tu as fait le GR 11 mois après l'accouchement, mais tu as refait le GR en entraînement assez tôt, tu as repris l'entraînement. Est-ce que tu as senti ce jugement-là ou les commentaires des gens autour de toi? Un peu. Alors après, j'ai essayé de ne pas trop le regarder et je voulais pas que ça me cause des soucis à côté. Mais oui, un petit peu. La critique est facile et surtout, bon, pendant la grossesse, hein, clairement, quand j'allais me promener avec mon gros bidou et que je courais un petit peu, on me regardait de travers. Ouais, c'est assez dans le jugement, mais je pense que c'est très franco-français où clairement, je pense qu'on n'a pas de recul, on ne sait pas. Déjà objectif parce que, comme je disais, on n'a pas vraiment d'expérience. Enfin, c'est difficile de comparer une grossesse à l'autre, de se mettre dans une étude cas témoin est assez complexe quand même. Oui, quand même. Donc, c'est vrai que pour le coup, on a peu de données. Et puis, oui, il y a cette culture. Alors après, je trouve que c'est bien. Enfin, il faut s'écouter. Et puis, c'est 9 mois. Et si 9 mois, c'est sans sport, c'est 9 mois sans sport. C'est pas, enfin, et je l'aurais bien vécu aussi. Mais quand ça se passe bien et qu'on arrive à tout concilier, je trouve que en tout cas, l'un n'interdit pas l'autre, quoi. Et je pense qu'il y a, si ça se passe bien, il y a pas on met pas en danger notre bébé. Il faut juste s'écouter et se respecter. Après, si on n'y arrive plus à faire de sport pendant la grossesse, c'est pas grave, c'est une parenthèse et on le reprendra bien assez vite après. Donc bon, voilà, je pense que clairement c'est dommage parce que en France on en parle peu, on est peu suivi, en tout cas dans le corps médical, que ce soit les gynécos, que ce soit les médecins, ils sont assez réticents à en parler. C'est plus facile avec les kinés, mais je pense qu'il faut pas, faut pas se mettre de limites si ça se passe bien et si notre corps on est à l'écoute et puis on se respecte, il y a tout à fait possibilité de faire les deux. Et par rapport au retour, c'est pareil, il faut être accompagné, il faut être bien encadré parce qu'il faut pas mettre de côté la rééducation, mais il faut pas trop écouter non plus les à côté et faire à son ressenti et être encadré par les bonnes personnes et écouter les bonnes personnes. Après,
on s'en fout. Exact, ben oui. Mais tu sais, je pense que quand on fait de l'ultra, on apprend aussi, peu importe qui, à s'écouter. Tu le dis. Puis je pense que c'est la même chose, puis d'autant plus important. Tu sais, si un homme décide de ne pas s'écouter dans un ultra puis se faire un peu mal, les conséquences peuvent être une blessure ou encore moins juste être fatigué. Mais je pense que dans un ultra, on apprend à s'écouter, puis plus on en fait, plus on comprend notre corps, comment il vit dans certaines douleurs, comment on se sent, puis on s'écoute, puis OK, on est blessé. C'est-tu un bobo, c'est-tu juste une petite douleur, une tension, ou c'est une blessure, puis on décide si on arrête notre course ou pas. Mais je pense que le parallèle se fait aussi, comme tu l'expliques, par rapport à la grossesse, autant courir enceinte que la reprise après. Il faut s'écouter, puis c'est d'autant plus important. Euh, mais chaque femme est différente. Puis il y a la clinique du courage, je ne sais pas si tu connais, Oui, qui est beaucoup en ouais. France maintenant, qui est parti au Québec, qui est beaucoup en France. Puis il en parle de ça. Puis tu sais, Blaise Dubois et son équipe ont une approche qui est très basée sur la science. Donc, j'ai l'impression que c'est un sujet qui va continuer de progresser parce que on a des excellents exemples, nous, au Québec, une Josiane Mayou que j'ai reçue au podcast qui a collaboré avec la Clinique du coureur pour justement, elle a réussi à courir enceinte jusqu'à quasiment la toute fin, puis elle la raconte dans l'épisode où je la reçois. La reprise aussi, une Elisabeth Cochon, qui est une de nos meilleures coureuses au Québec aussi, qui en a parlé. Puis après ça, c'est des exemples de reprises qui ont bien été, qui ont été un peu rapides, si je ne me trompe pas. À l'opposé, il y a des femmes pour qui ça va être beaucoup plus long, mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, puis c'est correct. Puis tant mieux si ça peut briser un peu des tabous, puis si la clinique du coureur peut brasser un peu la cage de cette conversation-là, puis de défaire les tabous, puis qu'il y a des femmes que ça leur prendra 2 ans reprendre la course postpartum, puis il y en a que ça leur prendra 2 mois. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, chacune s'écoute, mais tant mieux si on peut en parler davantage, puis tant mieux si la clinique du coureur peut faire progresser ce sujet-là, la clinique et bien d'autres, nous. Ouais, c'est clair. Mais j'avais pu, en fait, au moment de l'UTMB l'année dernière, participer justement à une table ronde, enfin, c'était oui, l'année dernière, avec la clinique du coureur. Et du coup, il y avait les Québécois, il y avait les Français, il y avait les Belges, les Espagnols. Et c'est chouette d'échanger parce que voilà, il y a plein de choses. Ouais, c'est ça. Il faut rompre ces tabous, il faut progresser aussi parce qu'on a peu de données. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir en parler et de ne pas mettre cette barrière entre sport et grossesse et que ce soit important d'en parler et de reprendre progressivement. Mais ça progresse. Je pense qu'il y a vraiment une belle dynamique par rapport à ça. Ben oui, exact. Je me rappelle, Josiane, elle expliquait aussi qu'il y a une différence aussi entre une femme qui tombe enceinte, qui déciderait de se mettre à la course, puis une femme qui court depuis des années, Mm. qui a une expérience, un volume. Ben, de poursuivre enceinte, les risques sont minimes si la grossesse se passe bien, puis si l'athlète est déjà une coureuse, ça fait déjà partie de sa vie. Tu sais, je veux dire, on sort courir quoi, 5, 6, 7 jours semaine, c'est un mode de vie. Ben, du moment qu'une femme tombe enceinte, si ça fait déjà partie de sa vie, elle peut continuer. Puis après ça, on s'écoute, mais c'est pas tu tombes enceinte, tu arrêtes complètement. C'est pas comme l'alcool où on dit bon, ben, on arrête complètement. La course peut se poursuivre, mais bref, je pense que c'est un sujet en soi, mais je trouvais ça intéressant de t'entendre là-dessus parce que tu l'as vécu, puis 10 mois, 11 mois après avoir accouché, tu t'es lancé sur ce GR. Parlons-en du GR. Comment s'est passée la tentative de record elle-même cette fois-là en juin 2022? Oh, elle s'est super bien passée. Non, c'était une expérience que je suis pas sûre que je vais revivre autant d'aussi belles choses en fait Ah en ouais. course à pied. C'était incroyable. Déjà parce que ben, ça s'est bien passé physiquement. Je pense que on avait su bien me préparer et puis j'étais vraiment bien encadrée. Donc ça a vraiment été un projet donc qui me va occuper. Et c'est clair que c'était le seul Graal que j'avais en 2022. Et, euh, et du coup, on l'a fait vraiment entre amis. Et ça, c'était vraiment chouette, quoi. C'est que c'était ma première expérience sur du silon. Je savais absolument pas ce que ça pouvait donner. Et je savais, ça me paraissait fou de m'alancer sur 170 bornes. Donc ça, c'est clair que je partais dans l'inconnu. Mais ce qui était chouette, c'est que chaque partie, alors j'avais reconnu, re-reconnu, et clairement, on ne part pas sur le GR20 sans l'avoir fait et refait. Et après, voilà, c'était quelque chose qu'on a partagé avec les copains et c'était une expérience incroyable. Donc, ouais, c'était sacrément fort comme aventure. Tu le disais tantôt, tu n'es pas quelqu'un qui a un esprit de compétition fort, peut-être comparé à d'autres athlètes qui font notre sport au niveau où tu le fais. Est-ce que d'avoir cet objectif-là du GR20 un peu pour 10 mois après l'accouchement, 11 mois après l'accouchement, pour ce retour à la course, après le retour à la compétition, est-ce que c'était pour toi le meilleur choix de viser un GR, un FKT, quelque chose qui est un peu plus
à compétitif versus de se fixer à mon année de retour, je veux faire l'UTMB ou je veux faire X courses. Est-ce que ça faisait partie du processus aussi? Ouais, je pense que c'était un beau projet pour se remettre en selle. Ouais, ouais, je pense que c'était vraiment c'était un beau projet et puis de voir qu'on est capable de reprendre aussi sans forcément être dans la confrontation directe. Je pense que ça convient bien. Ouais, c'était bien. Est-ce que vous aviez des temps de référence, des temps de passage? Est-ce qu'il y avait ça? Parce que tu disais, toi, tu es peu compétitif, mais tu disais que ton copain Adrien, lui, il va regarder les stats, il va regarder ces données-là. Est-ce que vous aviez des temps de référence? Parce qu'Émilie Lecomte l'avait fait en 41 heures et des poussières. Dans ton cas, ça a été un peu plus rapide, mais est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était le temps qui était visé? Comment se passait la gestion du chronomètre dans tout ça? Alors, ouais, clairement, bon, c'était à partir de recos, à partir voilà, de toutes les recos qu'on a pu faire. Mais oui, Adrien avait tout calculé et savait exactement tout, avait tout prévu en tout cas. Donc, clairement, lui, il imaginait en 36h30. OK. Et chaque étape était chronométrée en fait. Et c'était rigolo parce que rien que la première étape, par exemple, où c'était avec Lambert, donc, qui me faisait la trace. Euh, on avait fait l'étape plusieurs fois, on l'avait mesuré, il l'avait estimé. Et comme Lambert, il le connaît par cœur, c'est un métronome. Normalement, il lui avait dit, on le fait en 5h30, ça doit passer même 5h40. Et juste avant le départ, Adrien lui glisse à l'oreille, il dit, bon, Lambert, on tape 5h20. Et OK, donc Lambert était OK. Et il m'a rien dit, bien sûr, il me disait rien. Et en soi, chaque pacer, en fait, savait à quelle allure Adrien avait prévu. Et c'était chouette. Et après, en fait, très concrètement, moi, j'ai jamais regardé la montre. Ah Et ouais. je me souciais de rien. Et c'était vraiment, je suivais. Et Lambert, avec Lambert, la première étape, c'était vraiment ça. Et même après, donc avec Lambert, du coup, on a été un peu plus rapide. On l'a fait en 5h10. Mais après, quand je suis passée avec Guillaume, c'est pareil, il le connaît par cœur et archi par cœur. Et on a fait 65 bornes ensemble. Ça fait quelques heures, en fait, passées ensemble sur GR. Et c'était drôle parce que lui faisait vraiment meneur d'allure et il savait exactement à quel moment on devait arriver à tel refuge. Et c'est vrai que toute la partie nord, elle s'est passée parfaitement dans les temps. Mais sans que je contrôle, en fait, moi, je me laissais guider et je savais même pas combien de... Enfin, j'avais une petite idée parce que je savais un petit peu, mais je me préoccupais absolument pas du chrono qui tournait et je le regardais pas. Et voilà, on le faisait au ressenti, ça allait bien et je faisais confiance aveugle à Guillaume, à Lambert et à tous ceux qui m'ont cadré, quoi. Tu Donc, avais des paisseurs de ça, luxe quand même quand tu as Lambert, qui est le détenteur actuel du FKT, qui a battu le temps de François Den, c'est pas rien. Tu avais Guillaume aussi qui a eu le FKT, je pense, entre Kylian et François. Tu avais combien de paisseurs au complet pour la traversée de l'île? alors là, ça a un petit peu changé. Le règlement a imposé que je sois au maximum, qu'on soit trois au maximum, que je sois toujours qu'avec deux personnes. Et ça, c'était nouveau en fait à partir de cette année parce que jusqu'à présent, on pouvait être très très nombreux et notamment Lambert qui, du coup, avec toute la ferveur qu'il y a sur l'île, avait des fois des portions où ils étaient 40 quoi. C'était incroyable. Et ça, ils ont vraiment voulu, enfin, en tout cas, que ce soit plus équitable pour que des personnes qui viennent du continent ou international ne soient pas pénalisées en tout cas ou pas. Mais moi, je trouvais que c'était plutôt bien du coup parce que on était dans ce petit cocon et j'appréciais beaucoup en fait d'être vraiment qu'avec mes proches. Et donc, on avait découpé le GR en 7 portions. Et donc, à chaque fois, deux personnes. Et donc, ça faisait 13 personnes, 13 pacers au total, sachant que Lambert a doublé, pas Lambert, Guillaume a doublé et a fait deux sections avec moi. Mais sinon, à chaque fois, voilà, il y avait deux personnes. Un qui faisait vraiment la trace et un deuxième qui était plus là pour me ravitailler parce que j'avais la chance aussi d'être totalement... je ne portais rien. Enfin, c'est le grand luxe, quoi. J'étais vraiment une princesse, quoi. Et c'est vrai que, voilà, Lambert et Guillaume, ils ont été d'une aide incroyable parce qu'ils le connaissent par cœur et c'est vrai que sans eux, on n'est pas, c'est pas possible de le faire. C'était vraiment dans des conditions optimales, j'ai l'impression, pour toi. On se connaît peu, mais à t'écouter depuis tantôt, parler de compétition, parler de ce qui t'anime là-dedans, d'être dans les montagnes et aussi le côté compétitif que tu as peut-être moins que d'autres compétitrices. C'était des conditions idéales. Tu as des paceurs qui connaissent les chronos, qui savent à quelle vitesse ils doivent te pousser. Puis toi, ben, tu peux en profiter puis oublier la montre puis
je veux dire, avancer puis les suivre, mais ça a fait qu'il y avait un temps de référence à 41 heures, il y avait un objectif à 36h30, puis finalement, tu as rentré ça en 35h50. C'est complètement fou. Ouais, c'était fou. Après, voilà, j'ai eu un moment, donc le Nord, j'avais même 1 heure d'avance sur les prévisionnels Wow. en arrivant à la moitié. Et après, par contre, j'ai eu un gros coup de moins bien pendant la nuit où là, voilà, ça allait plus. J'étais fatiguée, enfin, j'avais vraiment besoin de dormir, Ah ouais. et à chaque fois, je me disais, mais Guillaume, il m'a dit que je pouvais dormir. Il m'a dit que je pourrais dormir. Sauf que Guillaume n'était plus avec moi et du coup, les copains qui étaient là avec moi, bah eux, ils avaient pour mission que non, fallait avancer. Et même si on n'avançait pas, fallait avancer. Et c'est vrai que ça a été très compliqué. Là, j'ai perdu du temps, ça a été compliqué. Mais bon, c'est là que c'est la magie de l'ultra, c'est qu'à des moments, on est au fond, on est sous terre, ça avance plus, il n'y a plus rien qui va. Et c'est revenu après au petit jour de nouveau, c'est reparti. Donc j'ai repris après un petit peu, je suis retournée dans mes temps prévisionnels en tout cas. Et c'est vrai que c'est au dernier avis à Bavela, là, quand il reste plus beaucoup de bornes, mais que clairement, là, j'étais avec Adrien, donc mon mari, et Lolo, Laurent, qui était mon témoin de mariage et qu'on s'est connus depuis très longtemps maintenant. Et là, Adrien qui a regardé le chrono et sans ne rien me dire, il me dit, et qui regardait Lolo, il disait, ouais, allez, ça peut passer en dessous des 36 heures, on serre les dents, on y va. Mais là, pour le coup, il n'y avait plus rien. Moi, là, je suivais. J'essayais juste de mettre un pied devant l'autre. C'était tout ça qui comptait. Mais c'est vrai que ouais, c'était un peu fou. Mais c'était chouette. Ah ouais, t'as retranché plus de 5h30 au record féminin. Puis pour la petite histoire, t'es quand même à moins de 3 heures du FKT de Kylian Jornet, qui a été battu depuis, mais c'est quand même un beau bonus de se dire qu'on est quand même assez près du record masculin précédent. Donc, en tout cas, ça a fait beaucoup jaser. Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris à te connaître euh, par ce GR-là cet été. J'ai l'impression que ça a fait beaucoup couler d'encre. Puis tant mieux, ça a permis de donner encore plus de visibilité à ce GR-là. Mais de voir une femme qui réussit un record aussi important, toi, ça te préparait bien pour la Diagonale des Fous, qui a été ton premier 100 000 officiel en compétition. Est-ce que dès le départ de la saison 2022, tu avais ces deux choses-là au calendrier ou ça s'est fait à mesure que l'année avançait? Alors, on s'était inscrit parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Moi, avec entre les années Covid et entre ma grossesse, ben, très clairement, ma cote avait bien chuté. Et puis, j'avais pas fait de course depuis un moment. Donc, il a fallu s'inscrire. Enfin, il a fallu s'inscrire forcément tôt, comme tout le monde, en mars pour la Diag. Et bon, à dire vrai, c'est Adrien qui m'a inscrit et j'ai juste reçu un message. Vous êtes bien inscrit sur la Diagonale des Fous. Non, très concrètement, l'année 2022, c'était le GR et uniquement OK. le GR. Et voilà, c'était le bonus de la fin si on arrivait à aller jusqu'au bout pour la Diag, mais je l'avais pas en tête. Donc, c'était pas un prétexte pour préparer la Diag, c'était juste on fait la Diag si ça passe. Et très concrètement, ça a été vraiment compliqué. Après le GR, on est sur ce petit nuage. Et mine de rien, j'ai énormément puisé. Ça a été, voilà, comme on disait, il a fallu se préparer pendant la grossesse, il a fallu récupérer après la grossesse avec cet objectif-là et uniquement cet objectif-là. Et c'est vrai que mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup voilà, de temps. Et en fait, j'ai pas arrêté depuis le moment où Faustin est arrivé et jusqu'au GR. Et du coup, ça a été très compliqué de se reprojeter après. Et donc, j'étais inscrite, on avait pris les billets d'avion, on s'était engagé dessus. Donc, j'ai voulu me préparer. J'ai essayé, je me suis préparée, mais ça a été vraiment compliqué. Et jusqu'au bout, j'étais dans l'incertitude de prendre le départ réel parce que j'arrivais plus à me focaliser et même physiquement, mentalement. Enfin, c'est tout bête, mais on avait fait une petite course à la maison parce que c'était les copains qui organisaient et c'était le village qui organisait. Et c'était juste 20 bornes. J'ai été au fond du gouffre. Je me suis arrêtée au bord du chemin. Je disais à Adrien, mais tu vois bien que c'est pas possible, que je vais pas arriver à faire une diagonale là dans 3 semaines, tu vois bien. Et bon, voilà, on s'était engagé dessus. Et donc, arrivé à la Réunion, on est allé dans ma fat, on est allé voir. Et bon, c'était incroyable. Ma fat était tellement chouette. Et comme, voilà, on s'était préparé, je me suis pas préparée pour rien, j'ai voulu quand même prendre le départ. Mais c'était pas du tout enfin, ça a été dur, quoi. J'étais pas dans le même état d'esprit et physiquement, j'étais cramée après le GR. En fait, je pense que
il y a des gens qui sont capables de faire de faire plusieurs ultras, mais là, je crois que c'est pas un péché de gourmandise parce que voilà, on s'est engagé, on l'a fait, mais je pense que c'était un peu trop. Ouais, mais surtout pour une première saison où, ben, d'abord, première saison de course en étant maman, ça amène des défis Ouais, supplémentaires, j'en doute pas, mais aussi dans ces longues distances-là, tu sais, jusqu'avant, la Corse, tu n'avais pas touché à cette distance-là du non, 100 000. non, non. C'était quoi la plus longue distance que tu avais faite d'une traite? 100 kilomètres, c'était la Ah, CCC. fait que Ouais, OK, fait que t'avais pas refait plus. Tu sais, ça reste que non. le passage de 100 à 160, moi, souvent, tu sais, j'ai fait ces passages-là. Tu sais, j'ai progressé dans le dernier 4-5 ans du 50K jusqu'au 100 000. Puis, il y a des gens qui m'écrivent, tu sais, des auditeurs et tout, qui posent des questions, progression. Là, en ce moment, les gens planifient leur saison, fait qu'ils m'écrivent Hey, j'ai fait X distance cette année, penses-tu que je peux faire ça? Puis, qui suis-je pour répondre? Je peux juste parler de mon expérience personnelle, de moi, mes ressentis. Mais moi, du 50 au 80, j'ai vu une différence, mais pas tant que ça. Du 80 au Mm. 100 kilos, j'ai vu une différence, mais pas tant que ça. Tu sais, c'est une marche de plus dans l'escalier. Ouais, Entre un 100 kilos, ou même au Québec, on a le Arikana 125, j'avais fait ça, de 125 à 160, c'est pas une ou deux marches. J'ai vraiment ouais, senti que c'est le double de la distance. ouais, ouais, Mentalement, vraiment. le ressenti, c'est pas la même chose du tout en termes de durée aussi. Je veux dire, un 100K, un 120K, ça se fait en dedans de 24 heures pour la plupart des gens. Donc, ça se gère sans sommeil et tout. Un 160, bon, ben là, c'est une autre. Il n'y a pas nécessairement du sommeil sur un 28 heures de diagonale comme dans ton cas, il y a quand même une carence de sommeil qui est énorme. En tout cas, moi, je l'ai senti comme c'est plusieurs marches de plus. Là où je voulais aller de tout ça, c'est que c'était une première saison pour toi en tant que maman, une première saison de retour après COVID et tout ça, retour à la compétition, et une première saison avec des efforts de 30-35 heures comme en Corse. Tu t'es mis la barre haute pour 2022, là. Ouais, c'était un peu gourmand, ouais. Mais au-delà de tout ça, tu le disais en début d'épisode, progresser dans les distances, ce côté-là à compétitif qui vient, je suppose que la Réunion, c'est un peu tout ça. Ça semble très communautaire comme expérience. Tous les gens qui sont allés, j'ai pas encore eu la chance, mais tous les gens que j'entends m'en parler, c'est magique la Réunion, les Réunionnais, la course elle-même, l'événement. Comment tu as vécu ce côté-là de la compétition? Ouais, non, clairement, c'est incroyable. Bah, le départ est incroyable. Je sais pas, pendant 8 bornes, il y avait du monde partout, partout, partout. C'était fou. Donc, ouais, il y a une ferveur incroyable. Donc, tout le monde vit pour la Diag. C'est le début de la saison, c'est le début de l'été là-bas. Donc, ils comptaient énormément dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein. La population de l'île, elle est pas doublée, mais presque, quoi. C'est vrai qu'il y a énormément de monde qui sont là-dessus. Et puis c'était chouette parce que cette année-là, c'était les 30 ans. Donc, ils avaient fait venir aussi beaucoup de monde. Et il y avait tous les grands ultra-trailers que je connais, mais qu'on n'avait finalement pas couru. Antoine Guillon, il y avait après Julien Chory, c'est pareil. Finalement, Julien, je le connais très bien à côté, mais on n'avait jamais couru ensemble. Et tous ces grands coureurs, en fait, qui étaient là. Et c'était chouette parce que avant la course, on se rencontrait. Après, pendant la course, j'ai eu la chance de faire une grande partie avec Antoine. Et c'est vrai que, je sais pas, il y a un échange, un partage qui est vrai, que j'ai vraiment beaucoup apprécié et vraiment qui était chouette à vivre, quoi. Ouais. Et ça, vraiment, au-delà du côté Lille, la ferveur autour de l'événement qui sont grandioses, ça c'est clair. Mais cet état un petit peu de tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, c'était chouette en fait à partager. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et cette micro-communauté en fait des ultra trailers est chouette, vraiment chouette. Ouais. Et en plus, ben, on monte sur la deuxième marche du podium. Ça doit bien mettre la cerise sur le Sunday. Ça doit être un bel accomplissement, surtout quand tu disais que tu avais des doutes 3 semaines avant la compétition, là. Ouais, alors après, bon, voilà, ça a été. Je suis loin quand même. Je suis très, 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 très loin de la grande course. Mais... Oui, mais Donc, on bon, regarde ton temps de deuxième place, puis ça t'aurait donné une victoire bien des années. Je pense que ouais, ouais. Courtney a quand même fait une performance qui on dirait qu'on Ma dit ça à Courtney chaque fois. À chaque fois qu'elle fait une compétition, on dirait qu'on entend ça, on lit ça, ah, c'est une des plus grandes performances qu'on a jamais vues. Mais là, rentrer ça autour des 24 heures chez les femmes Ouais. à la diagonale, c'est du jamais vu. Je pense qu'elle a fracassé le record par plusieurs heures. Ça demeure que, enlevons Courtney de l'équation, ça demeure que 28h58 sur la diagonale des fous, une deuxième place, c'est énorme ce que tu as accompli, là.
Non, je suis contente quand même parce que vraiment, je suis pas partie dans un état d'esprit où je pensais faire ça, quoi. Donc, je suis contente. Après, voilà, c'est pas, j'ai pas vécu la course façon optimale, ça c'est clair. J'ai été vraiment, ça a été vraiment chouette en fait dans tout le partage justement avec Antoine où j'ai fait tout le enfin une bonne partie du cirque de ma fête avec lui. Et ça a été chouette parce que j'étais bien, je me sentais bien. Et puis, voilà, c'est le métronome, c'est la référence, c'est Monsieur Diagonal. Donc, c'est clair que c'était chouette de le faire avec lui. Et même dans une propre expérience, je pense que c'était très enrichissant. Mais par contre, voilà, j'ai pris le mur, ça c'est clair, je l'attendais, il est bien arrivé, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et de l'instant où j'ai explosé, là, ça a été très, très, très compliqué. Et c'est vrai que, alors, j'ai tout donné pour arriver jusqu'à Grande Place parce qu'Adrien était venu exprès, il s'est tapé la descente du Maïdo et surtout la remontée après pour venir me ravitailler. Mais heureusement qu'il était là parce que vraiment, au Maïdo, j'étais plus lucide, je n'avançais plus du tout, du tout, du tout. J'étais dans un état, mais au bout de ma vie, quoi. Mais voilà, je m'étais promis qu'il fallait que je rentre dans ma fat et surtout qu'il fallait que je ressorte de ma fat. Et c'était hors de question de venir me chercher en hélico, donc il fallait ressortir. Mais honnêtement, j'aurais souhaité que la course s'arrête à Dodane. Après, une fois sortie de ma fat, ça a été mais l'enfer. Ah Et là, ouais. j'ai un peu pesté, ouais, parce qu'en plus, vraiment cette année, ils ont voulu faire un 170 bornes et clairement, bon voilà, c'est le jeu aussi d'avoir cette distance-là, mais parfois c'était augmenter pour augmenter c'était infernal. On faisait un détour par-ci, on remontait, on redescendait. Oh, il y avait un chemin un peu pourri, hop, on le prenait. Ça a été très dur. La fin a été très, très, très dure. Donc, voilà, quelque part, je suis contente d'être arrivée au bout. Mais j'avoue que à l'arrivée, j'étais juste contente d'arriver. Je n'avais pas le podium. T'aurais pas refait une borne Donc, de plus, là. non, c'était vraiment ouais, voilà, c'était une première expérience. Les 120 bornes sont bien passées. Les 50 derniers étaient affreux. Mais voilà, je pouvais pas en espérer tant aussi avec l'état d'esprit dans lequel j'étais, avec la préparation que j'avais pu avoir avant. Je savais que ça allait être très, très compliqué. Déjà, de prendre le départ et de sortir de ma fat, c'était l'objectif en soi. Donc, ça, il a été rempli. Après, voilà, arriver à la Redoute, c'était plus complexe, mais j'y suis arrivée. Exact. Ça forge le caractère, ça prépare pour les prochaines affaires. Des fois, quand ça va moins bien, on se dit peut-être plus après que pendant, mais C'est ça. quand on est dans le creux, on veut juste aller se coucher puis passer à autre chose. Mais après, on C'est se dit, ça. ah ben, on a forgé le caractère, on a pris de l'expérience, tu sais, apprendre à revenir de ces creux-là. On peut pas, tu peux difficilement entraîner ça. Quand tu le vis dans la course, ben, c'est là que tu apprends en le faisant, mais ça peut juste Mm. servir pour la suite, là. Bien sûr. Oui, 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 on va dire ça. Je prends Non, la non, balle c'est au sûr. bon. Tu parles d'Antoine Guillon, puis l'été prochain au Québec, on a la chance d'avoir M. Guillon qui va être ici pour une bonne période parce qu'il fait à la fois le Québec Méga Trail, la course dont je te parlais tantôt, le 100 000 au début du mois de juillet, et l'Ultra Trail Aricana, qui est un 125 km hyper sauvage début septembre. Puis j'ai l'impression que les gens au Québec connaissent peut-être un peu moins Antoine Guillon de réputation. Tu sais, on sait M. Diagonal et tout, le métronome, mais je pense que quand ces deux courses-là ont annoncé la venue d'Antoine Guillon, les gens étaient excités, mais je pense que les gens captaient pas à quel point c'était énorme de recevoir ce coureur-là. Peux-tu nous parler en quelques mots, introduire aux Québécois, aux Québécoises qui connaissent moins Antoine Guillon, qui est ce grand homme, ce coureur-là? Ben, c'est le mythe de l'ultra. Non, il est incroyable. En fait, ce qui est incroyable, c'est cette longévité, c'est que il court depuis, bon, je vais pas dire combien de temps, mais ça fait vraiment très longtemps qu'il court et il arrive à garder son même niveau de performance malgré forcément avec l'âge, on a les performances qui diminuent. Ben, pas Antoine, il a su se préserver. Et ce que je trouve incroyable, en fait, voilà, et l'exemple qu'il peut montrer, c'est que il a su s'écouter, je pense clairement, il a su se préserver et d'arriver à rester à ce niveau-là et parce que vraiment, et d'ailleurs, il rigolait parce que il pestait un peu après Courtenay, j'avoue, j'étais témoin. Il comprenait pas qu'elle allait aussi vite et clairement, il se disait, mais c'est pas possible, mais c'est moi, c'est pas possible. Mais non, en fait, Antoine, il était sur ses temps et c'est ça qui était incroyable. Et il arrive à garder, en fait, son niveau pendant tant d'années. Et je pense que c'est l'exemple de la gestion et de la gestion de l'effort, de la gestion de son corps, parce qu'il est capable
de poursuivre une carrière incroyable dans de l'ultra-distance. Et pour ça, voilà, il a gagné la Diag, il a gagné des superbes courses et il est toujours là. Et vraiment, il a cette sagesse qui fait qu'il est capable de progresser, de continuer à performer. Et malgré un certain âge, même si, voilà, d'expérience, il est incroyable. Il est incroyable. Ouais, c'est impressionnant de voir ces athlètes-là poursuivre puis de maintenir un très haut niveau à un âge plus avancé. Tu sais. Puis aux États-Unis, on entend souvent aussi parler de Jeff Browning. J'ai écouté un podcast avec lui la semaine dernière. Puis Jeff Browning a 51 ans. Il a gagné la Hard Rock à 47 ou 48 ans. A remporté le Moab 240 à son premier essai dans du 200 000. C'est un gars qui a 51 ans. Puis il attribue cette longévité-là à la préparation physique, à l'entraînement en salle, à aller faire des poids et haltères, quelque chose que trop peu de coureurs font. On le sait qu'on doit le faire, mais ça ne nous tente pas. On aime bien mieux aller jouer dans la forêt, mais il attribue sa longévité quasi exclusivement à ça, la nutrition. Il ne parle pas d'entraînement puis de course. Il dit si je peux encore courir à ce haut niveau-là à 51 ans, c'est parce que je fais du renforcement physique tous les jours. C'est parce que je me nourris de X façon. Puis bref, c'est impressionnant de voir des athlètes de ce niveau-là encore performer à un âge avancé. C'était mon lien vers la Hard Rock. Tu as été pigé il y a quelques jours, en fait 2 semaines pour la Hard Rock. Est-ce que ça faisait plusieurs années que tu le tentais? C'était-tu le premier essai au tirage au sort? Alors, j'ai de la chance, ouais. C'était le premier essai. Premier essai, wow! Je crois que j'ai eu une petite étoile, ouais. Non, vraiment, c'est trop chouette. C'est le premier. Ouais. En fait, ça fait partie des courses qui me font rêver. Clairement, s'il y a une course que j'ai envie de cocher, même clairement avant l'UTMB, c'est la Hard Rock. Ah ouais. Donc là, t'es pigé, t'as ça au mi-juillet 2023. Est-ce que tu as déjà commencé à construire un peu le calendrier, ce qui va mener à ça? Est-ce qu'il y a d'autres événements ou c'est le seul objectif de l'année? Ça va être clairement l'objectif de l'année. Ouais. Clairement, tout va être focus sur la Hard Rock. Voilà, je vais avoir une course de préparation en amont, mais juste parce que pour remettre un dossard. Mais sinon, ça va être vraiment, et ça commence là, voilà, d'être focus dessus. Et ça sera l'objectif vraiment de l'année. Et je pense qu'on fera comme 2022. On verra si on poursuit derrière, mais c'est l'objectif. Puis c'est une course qui peut ressembler en termes de profil à ce que tu as fait. Tu sais, la course, c'était 170 kg, 12 000 mètres, je crois. La diagonale, 170, 10 000. Là, on parle encore là, un 160 à 10 000. On est dans la grosse montée, le gros des plus, le gros des moins. Assez technique aussi, rocailleux. Bon, je pense qu'après avoir fait le GR20, tu as prouvé que tu te débrouillais bien dans le technique. Qu'est-ce qui t'excite le plus par rapport à cette course-là? Il y a le parcours, ouais. Clairement, ce parcours me fait rêver. Et puis, comme on disait au début aussi, ce 100 miles mythique américain et vraiment de vivre le côté western, j'ai vraiment ça aussi qui me tente à fond, quoi. On a eu la chance, on avait été faire un road trip un petit peu. On est passé à Ouray, Silverton, et j'ai vraiment hâte de découvrir ces montagnes et de vivre cette expérience américaine. C'est ce combo, en fait, qui fait rêver. Je sens beaucoup qu'il y a l'esprit d'équipe. Tu parles au on quand on parle de tes courses, toi et Adrien, ton mari. Je trouve ça beau, cette dynamique-là. Pour ceux qui connaissent moi, Adrien, c'est un coach réputé de trail. Notre Anne Bouchard nationale au Québec a Adrien comme coach. Elle en a déjà parlé au podcast parce qu'Anne, c'est une habituée. Et je pense qu'Anne est venue 3 fois comme athlète, 4 fois, hein, parce qu'une fois, c'est elle qui m'a interviewé quand je revenais de la CCC. Fait qu'Anne Bouchard, c'est une habitude pas sortie de voix, mais est coachée par Adrien. Adrien, je pense qu'aussi est le manager de l'équipe de France de course en montagne. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans cet esprit-là de compétition, mais comme coach. Comment est cette dynamique-là, tu sais, d'établir les objectifs, de la préparation et tout? Comment ça se passe au quotidien dans ce que tu veux nous révéler? Alors déjà, clairement, la prépa et l'entraînement strict, elle lui revient entièrement. Moi, je suis. Je regarde le plan et je fais. Mais c'est lui qui coordonne tout et qui me prépare depuis tout le temps. C'est toujours lui qui m'a préparé. Et clairement, oui, c'est lui, il me connaît par cœur et il me met des défis qui sont bien au-delà de ce que je peux imaginer. Donc ça, c'est clair que tout lui revient.
Et au quotidien, oui, voilà, ça marche très, très bien comme ça. Et on essaye de pas parler d'entraînement tout le temps, ça c'est clair. Hein, faut pas que on garde notre relation, mais voilà, il est pas forcément facile avec moi hein, parce que il met les entraînements très difficiles aussi. Mais c'est lui qui prépare tout. Là, l'hard rock, il l'a déjà retracé, et il a déjà fait les temps de passage. J'adore. Avant qu'on passe au segment des questions éclairs qui sont ma petite finale d'épisode, Annelise, qu'est-ce qui te fait courir? C'est quoi on parle souvent du why, c'est quoi le pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime de toujours continuer à repousser tes limites, à aller jouer dans les montagnes et tout? C'est quoi qui t'anime comme ça au quotidien, qui te fait continuer? J'aime ça, c'est très bateau, mais je pense que j'aime l'effort déjà. Honnêtement, j'aime m'entraîner au quotidien, même si des fois c'est pas toujours. Voilà, il y a des séances qui sont plus difficiles que d'autres, qui en a un peu moins envie, mais j'aime ça, j'aime m'entraîner au quotidien. Et puis voilà, on a la chance de faire un sport où on tourne pas en rond autour d'une piste, on a toujours des paysages incroyables et ce côté dépassement de soi ou envie de donner le max de ce qu'on peut faire et d'essayer de se mettre des défis même qui paraissent complètement fous. Et c'est de le faire dans les plus beaux paysages du monde, ben c'est ça qui est génial en fait. On a un sport qui est incroyable pour ça. C'est ce qui est le fun aussi, hein. Je pense que je veux rien enlever à d'autres sports, mais nous, peu importe la compétition qu'on fasse, même si c'est dans la même région, dans le même bout de pays, chaque course est unique, et chaque paysage est différent. Puis tu le disais tantôt, tu refais rarement, à part la Transvulcania, tu refais rarement les mêmes efforts. C'est le fun de découvrir des nouvelles places, puis le découvrir que ce soit en compétition ou en projet en parallèle ou peu importe, mais peu importe où on va pour pratiquer notre sport, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Fait que, il y a ce côté-là qui est vraiment le fun. Ouais, c'est qui est chouette. Avant de terminer mes entrevues, j'ai toujours les questions éclair-nac. C'est une façon de pimenter un peu la fin d'épisode. C'est 10 questions. Je te mets 2 éléments en opposition. Tu dois répondre le plus rapidement possible. Tu es une habituée des Ok. FKT. Tu as celui du GR20 en 35 heures et quelques. Dans ce cas-ci, il y a aussi des FKT, mais c'est beaucoup plus rapide. Le record chez les femmes est à 12 secondes. C'est 4 femmes qui partagent ce record-là, une quadruple égalité en tête. Récemment, Marie-Ève Pellan, l'épisode 126, a établi encore une fois ce 12 secondes-là. Puis quand je nommais les records, j'ai oublié Mélodie Gilbert qui avait fait le 12 secondes. Donc, je m'excuse à Mélodie, puis je la mentionne ici. J'essayais de me rappeler quelle femme avait le 12 secondes, puis j'ai oublié Mélodie. Donc, voilà. Mon mea culpa est fait. J'ai besoin de quelqu'un pour faire 11 secondes, là, Annelise. Je peux pas continuer. Il y a tellement de fans qui ont le record de 12 secondes que j'en oublie quand je les nomme. Donc là, on a 11 secondes. Ça va être difficile en Zoom, le décalage, mais je blague. Tu me dis quand tu es prête, puis on se lance dans ces questions éclair-nac, là. Ça marche. Route ou trail? Trail, Des plus ou des moins? des plus. 100K ou 100 000? 100K. Café ou thé? Café. Question NAC. Arachide ou amande? Amande. Été ou hiver? Été. Sentier roulant ou technique? Technique. Bâton ou pas de bâton? Bâton. UTMB ou hard rock? Hard rock. La Réunion ou la Corse? La Corse. Ah, ouais, 19 secondes. C'est bon, Ah. Annelise. Non, mais pour Zoom, en d'autres temps, avant que je fasse des entrevues en présentiel, 19 secondes, c'était un excellent chrono qui se qualifiait pour un record. Mais merci de t'être prêté au jeu. Merci Ouais, d'être merci à toi. C'était merci génial. d'être venu jaser de course, un podcast québécois. J'espère que les gens ont apprécié. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié la discussion avec toi. Merci. C'est toujours le fun de découvrir. Oui, on voit des fois les athlètes avec les médias et tout, on voit les performances avant les personnes. Tu sais, on nous parle, Annelise a battu le record de la GR20. Annelise termine deuxième à la Diagonale des Fous. Moi, ce que j'aime, c'est de creuser puis découvrir au-delà des chiffres sur des papiers, au-delà des records, au-delà des performances, la personne derrière. Puis j'ai beaucoup aimé te découvrir. C'est le fun de voir quelqu'un qui, oui, performe à un haut niveau, mais qui n'est pas dans l'esprit de compétition, puis qui est là pour. J'ai l'impression que dans ce que tu racontes, beaucoup, beaucoup de gens vont se reconnaître, beaucoup d'auditeurs, peu importe le niveau, peu importe le type de course que les gens font, vont se reconnaître dans ton processus. Donc, merci d'être venu t'ouvrir puis jaser de trail avec moi. Merci avec toi. C'est très chouette. Merci beaucoup. Avant de terminer, j'allais l'oublier, mais j'ai maintenant une playlist Spotify où les gens peuvent écouter les choix de mes invités et même les auditeurs aussi qui m'ont soumis des chansons. C'est une playlist qui s'appelle le Walkman de Pas sorti du bois. On est rendu à plus de 12 heures de musique là-dessus. Est-ce qu'il y a une chanson, une musique que des fois, soit tu écoutes à l'entraînement ou quelque chose qui te motive, qu'on pourrait ajouter au Walkman? Il y aura un peu de toi dans cette playlist-là. Allez, je vais le mettre très cliché, mais pendant toute ma prépa du GR, j'écoutais Cintinelli
C'est une chanson corse, très corse. Ben écoute, tu vas ajouter un peu Qui avait de été culture repris, corse, j'adore. qui a été repris par Grand Corps Malade. Donc, il y a la Ok. version un peu plus moderne de Grand Corps Malade, Cintinelli. Et sinon, la version très classique corse. Ben j'adore, on va mettre la classique corse. Ça manquait de C'est très culture original. corse dans cette playlist-là. Donc, entre du M&M puis je sais pas quoi d'autre, du Muse ou des trucs un peu plus intenses, on aura un classique corse. J'adore. C'est ça qui est le fun de la playlist, le Walkman n'a pas sorti du bois. Ça pitch partout. C'est les Ça choix fera très des tâche. auditeurs et des invités. Merci beaucoup. Merci J'ajoute à ça. toi. Merci. Ben, merci Annelise. Avec Comme grand d'habitude, plaisir de te rencontrer. je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie aussi Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire officiel du podcast. Et je souhaite un joyeux Noël à tout le monde qui nous écoute parce que c'est le temps des fêtes. Au moment de la diffusion de l'épisode, on va être tout près de Noël. Donc, passez un bon congé, ceux qui ont congé. Profitez-en, allez jouer dehors, que ce soit dans les montagnes corses ou les montagnes des Alpes ou dans la neige québécoise. Joyeux Noël à toi aussi, Annelise. J'espère que tu passes Merci. un bon temps des fêtes. Merci. Joyeux Noël à toi aussi. Passez tous de bonnes fêtes. Merci. Yes, merci beaucoup. Puis on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de 2022 de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.